Bonsoir mesdames et messieurs, merci de vous informer sur RTI1. Tout de suite le sommaire de ce journal. Le programme social du gouvernement sur la table du Conseil des ministres. Après une année de mise en œuvre, le bilan de ce plan d'action a été adopté ce mercredi au cours de la réunion gouvernementale qui a d'ailleurs fixé au samedi 7 mars prochain la célébration de la Journée internationale de la femme en Côte d'Ivoire. Et après ce Conseil des ministres, les évêques catholiques de Côte d'Ivoire étaient en ce début de soirée au palais présidentiel. Avec le président de la République, ils ont échangé sur des sujets de grand intérêt pour la Côte d'Ivoire, la réconciliation et la paix durable. Dans l'actualité de ce mercredi, à l'Assemblée nationale, le coordonnateur résident des Nations Unies en Côte d'Ivoire échangeait avec le président de l'Assemblée nationale sur les prochaines élections présidentielles ivoiriennes et également sur l'accompagnement des Nations Unies dans le développement du pays. Bienvenue dans ce 23h. Les membres du gouvernement ont tenu ce mercredi leur traditionnelle réunion hebdomadaire en présence du chef de l'État qui a d'ailleurs présidé la rencontre. Au nombre des décisions prises, l'adoption du bilan du programme social du gouvernement une année après sa mise en œuvre. La célébration de la Journée internationale de la femme a été fixée au 7 mars prochain et c'est la commune d'Anyama qui accueillera les festivités officielles qui se tiendront sur le thème la promotion de la femme en Côte d'Ivoire, un atout pour la paix durable. Et autre point de cette réunion, la promotion de la riziculture. Il se tiendra du 3 au 5 juin prochain à Abidjan, la 8e Assemblée générale de la Coalition pour le développement de la riziculture. Suivant le résumé de cette rencontre gouvernementale avec Viviane Aïma. Le Conseil des ministres de ce mercredi 19 février, sous la présidence du chef de l'État, a fait le bilan de 1 an de mise en œuvre du programme social du gouvernement, le PS-Gouv 2019-2020. L'exécution à fin décembre 2019 du PS-Gouv pour sa première année de mise en œuvre est marquée par des acquis importants avec des impacts visibles sur les conditions de vie des populations, notamment des projets complexes comme la couverture maladie universelle, CMU, sont devenus opérationnels, donnant ainsi la possibilité à près de 1,5 million de personnes de bénéficier pour la première fois en Côte d'Ivoire d'une couverture maladie universelle. Le taux de couverture nationale en matière d'électrification est également passé de 33% en 2011 à 69% à fin 2019 pour faire du courant électrique dans les villages une réalité perceptible. En outre, les conditions d'études des élèves ont été améliorées avec le recrutement par le gouvernement de 17 226 enseignants en 2019 et l'équipement des écoles en tablement. L'eau potable est de plus en plus accessible dans les villages grâce à la mise en état de fonctionnement de 2665 pompes villageoises en 2019. Les programmes d'emploi jeunes ont permis à 73 489 jeunes de bénéficier de l'accompagnement effectif de l'État vers l'insertion dans la vie professionnelle. De nombreuses localités rurales ont vu leurs conditions de circulation améliorées grâce à l'entretien de 18 434 km de pistes, en plus de l'amélioration significative du réseau routier urbain et interurbain. Ces réalisations traduisent un taux d'exécution financière du PS-Gouv à hauteur de 89,9% à fin décembre 2019, soit 332 milliards de francs CFA investis sur 369,5 milliards de francs CFA de ressources disponibles en 2019. Le Conseil des ministres a donné son accord pour l'organisation le 7 mars 2020 de la Journée internationale de la femme en Côte d'Ivoire. Le Conseil a adopté une communication relative à la célébration de la Journée internationale de la femme, en abrégé GIF 2020. L'édition 2020 de la GIF se déroulera le 7 mars 2020 dans la commune d'Anyama sous le thème « La promotion de la femme en Côte d'Ivoire, un atout pour une paix durable ». Ce thème réaffirme la volonté du gouvernement de mettre en avant le rôle de la femme dans le processus de construction, de maintien, de consolidation de la paix et de la cohésion sociale. La cérémonie de lancement de la GIF 2020 aura lieu le jeudi 20 février
au Palais de la Culture de Treichville, sous la présidence de la grande chancelière de l'Ordre national et la présence effective de la Première Dame, marraine statutaire de cette célébration. Le Conseil des ministres a en outre marqué son adhésion au projet conduit par la Banque africaine de développement en faveur de l'autonomisation des femmes et destiné à impacter des millions de femmes en Afrique. Lancé en 2017 par la BAD, en partenariat avec plusieurs organisations économiques et financières africaines, dont la CEDEAO, ce projet, prévu sur 3 années, porte sur la création d'une plateforme technologique pour améliorer les capacités d'accès à l'information et au financement d'environ 50 millions de femmes africaines et pour les mettre en réseau avec les institutions ou partenaires qui pourraient les soutenir. En Côte d'Ivoire, l'équipe pays est composée de représentants du secteur privé, de la société civile et du secteur public qui auront en charge notamment de mobiliser sur la période impartie au projet environ 2 millions de femmes entrepreneurs ivoiriennes pour les inscriptions et l'exploitation de la plateforme. Le Conseil des ministres a arrêté la date du démarrage des obsèques du jeune Ivoirien retrouvé mort dans le train d'atterrissage d'un vol Abidjan-Paris. Le rapatriement du corps de notre jeune compatriote aura lieu le vendredi 21 février 2020. Le gouvernement partage la douleur de la famille endeuillée et lui assure de son entière disponibilité en ces moments de profonde affliction. Aussi, en plus des frais afférents au rapatriement du corps, le gouvernement entend prendre entièrement en charge les frais d'organisation des funérailles du défunt. Notons que le Conseil des ministres qui s'est tenu de 10h à 14h avait à son ordre du jour de nombreux dossiers. Nous vous l'annoncions dans les titres, les évêques catholiques de Côte d'Ivoire rencontraient ce jour le président de la République. La réconciliation et la paix durable en Côte d'Ivoire étaient au cœur de cette réunion, dont rencontre le porte-parole de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Un témoignage que je vous invite à suivre à travers ce élément. Les évêques se sont retrouvés avec le président de la République en ce 19 février 2020 pour échanger avec lui, d'abord pour le saluer et échanger avec lui sur la marche du pays, particulièrement autour des questions concernant la réconciliation de tous les Ivoiriens. C'est essentiellement ce qui a fait l'objet de la rencontre avec le président de la République, parce que les évêques sont très sensibles à la réconciliation, étant eux-mêmes des ministres ordonnés pour la réconciliation. Sachez que demain à 11h, à l'auditorium de la primature, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly tiendra une conférence de presse sur l'actualité gouvernementale, la mise en œuvre du programme social du gouvernement sur la période 2019-2020. Il devrait également situer les Ivoiriens sur les perspectives de développement du pays. Une autre entrevue, cette fois au siège de l'Assemblée nationale. Le coordonnateur résident des Nations Unies en Côte d'Ivoire a été reçu par le président de l'Assemblée nationale. Les deux hommes ont échangé sur les enjeux et défis du scrutin présidentiel d'octobre prochain. L'accompagnement des Nations Unies dans l'exécution des plans d'action de développement dans le pays, la Côte d'Ivoire, était également inscrit au sommaire de cette entrevue que nous rapporte Abou Sanogo. Philippe Poinceau, coordonnateur résident du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire, reçu par Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Les deux personnalités ont passé en revue les défis et les enjeux qui se présentent à la Côte d'Ivoire, notamment les élections d'octobre prochain. Le diplomate onusien a également salué les efforts du président de la République Alassane Ouattara et du gouvernement réalisés dans les domaines de la réconciliation et des investissements. Pour lui, des progrès très importants ont été faits. Nous avons échangé avec M. le Président de l'Assemblée nationale sur la situation économique et sociale de la Côte d'Ivoire, sur les enjeux et les défis qui se présentent pour l'avenir et comment le système des Nations Unies pour le développement peut continuer d'accompagner la Côte d'Ivoire dans sa marche en avant. Notons que c'est le vendredi 3 janvier dernier que Philippe Poinceau a présenté ses lettres de créance au président de la République, Alassane Ouattara.
Dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, les populations du canton Bo, après plusieurs années de conflits, se sont engagées pour faire régner la paix et la cohésion dans leur localité. La réconciliation entre les fils de ce canton a été marquée par des festivités auxquelles a participé le président du Sénat, F. et Cheikh Koné. Depuis 2007, la cohésion sociale dans le canton Bo, situé dans le département de Blolequin, est mise à mal suite à des événements malheureux. Il y a eu toute une série d'événements. Un masque de Divoké partant à Tchambly avec un bœuf a été agressé par des jeunes de Théon. S'en est suivi des représailles et le village de Théon a été incendié à moitié, ce qui a fait qu'il ne pouvait plus avoir de visite entre les différents villages. Aujourd'hui, les fils du canton Bo, sous l'impulsion du député Aimé Yoncian, sont parvenus à réconcilier les parties en conflit. Et pour la matérialisation, un grand festival de masques s'est déroulé à Tchambly du 25 janvier au 9 février 2020. Aujourd'hui, 13 février, c'est la grande fête de la réconciliation en présence du président du Sénat, Jano Aoussou Kouadio, de la présidente du conseil régional du Cavali, la ministre Anne-Désirée Ouloto, de l'ensemble des forces vives du canton Bo et de nombreux invités venus de la région du Cavali. Des messages de paix et de vivre ensemble sont délivrés. Jano Aoussou Kouadio a invité toutes les populations du Cavali à résolument tourner dos à la violence et à demeurer unis autour des idéaux de paix et de développement prônés par le RHDP du président Alassane Ouattara afin de continuer à bénéficier des fruits de la croissance. Le président Ouattara a prévu 1000 milliards, on appelle ça, fonds pour des fonds spéciaux pour pouvoir mettre un programme social, c'est-à-dire ramener tous les villages à un certain niveau. Tous les villages doivent avoir l'électricité, les villages doivent avoir de l'eau, les villages doivent avoir des écoles, les villages doivent avoir des centres de santé. C'est ça, le milliard, 1000 milliards. 1000 milliards, c'est prévu pour ça. Il faut bien aller prendre notre part. C'est pas en faisant la guerre ici en disant moi je suis fort, je tue 10 personnes. C'est pas ça qui va faire avancer. Bien avant de communier avec les populations du Cavali à Tchambly, le président du Sénat a marqué une escale à Théon pour déposer une gerbe de fleurs sur la tombe du ministre Dagobert Banzio, illustre serviteur de la Côte d'Ivoire, décédé en août 2017. Un peu plus au sud du pays, à Agboville, la communauté baoulé a été exhortée au renforcement du vivre ensemble et des actions de paix. C'était à l'occasion de l'installation du chef de la communauté Walebo et de la présidente des femmes Walebo vivant à Agboville. Léon Brou revient sur les faits. Voici le nouveau chef et le bureau des femmes Walebo, ce sous-groupe baoulé originaire de Sakassou au centre, vivant à Agboville, région de l'Agnébitiassa au sud de la Côte d'Ivoire. Installé en présence d'autorités coutumières et préfectorales, sous le regard de cadres du centre et de 2 membres du gouvernement, ces chefs de communauté savent combien exaltantes sont leurs missions, promouvoir sur leur terre d'accueil la fraternité, l'entraide et le vivre ensemble pour la paix. Il y a beaucoup de femmes qui font attiquer machine. Il y a d'autres qui ne font pas l'attiquer. Eux aussi, ils ont besoin d'argent pour faire le commerce, pour sortir de la pauvreté. Nous venons de Sakassou-Bouaké. S'il y a la guerre ici, on ne peut pas marcher partir. On a construit, on a des maisons ici. On est beaucoup plus à Bec que Baoulé actuellement. Donc nous souhaitons la paix, rien que la paix. Cette paix, le président du conseil régional de l'Agnébitiassa, le ministre de la Culture et son collègue de l'équipement, respectivement président, patron et parrain de cette double cérémonie d'investiture, la présentent comme la condition du développement des esprits et des infrastructures pour l'épanouissement populaire. Leur appui aux initiatives de paix se veut donc sans faille. Nous sommes une zone stratégique. Quand les gens sont pourchassés d'Abidjan, c'est dans notre région qu'ils viennent se réfugier. Et donc, nous n'avons pas intérêt à être complices de ces acteurs et des fauteurs de troubles. Beaucoup d'entreprises ne peuvent s'installer dans notre pays que lorsqu'il y a un climat de paix, un climat de cohésion, un climat d'entente. C'est ce que le président Houphouët-Boigny nous a toujours enseigné. C'est ce que le président Alassane Ouattara nous indique comme chemin. Il faudrait que nous partions donc aux élections le cœur apaisé. Et nous sommes convaincus qu'ils ont compris ce message. Autre sujet abordé avec les baoulés et les communautés sœurs d'Agboville, les élections de 2020. Les membres du gouvernement rassurent, elles seront des plus apaisées au regard des dispositions techniques et sécuritaires actuelles à moyen et long terme.
Parlons à présent sur cette visite qu'effectuait le Premier ministre Amadou Koulibaly la semaine dernière dans la région du Boclé, une visite centrée sur le développement et la cohésion sociale. Après son passage dans cette région, les populations font le bilan et font également l'apologie des retombées au niveau du développement. Sam Kona. Le corps préfectoral, les élus et cadres, les chefs traditionnels et de communautés et les responsables d'associations, tous étaient réunis dans la cour de la préfecture de Sassandra pour dire merci au Premier ministre Amadou Koulibaly pour avoir effectué une visite de travail de 3 jours dans le Boclé. Une visite, selon eux, qui apporte le développement. Au nom de la région du Boclé, dire un grand merci au Premier ministre Amadou Koulibaly. Lui dire merci d'avoir accepté de venir passer 72 heures à Sassandra, à Fresco, mais lui dire merci d'avoir apporté la joie de vivre dans notre région. Et à travers lui, dire merci au président de la République, Alassane Ouattara. Aujourd'hui, nous vivons les résultats positifs de nos choix. Aujourd'hui, nous avons des imports de pêche. Nous avons eu le marché, le plus beau marché. Nous avons eu 10 km de goudron. Nous avons un CHR qui va être construit pour la région du Boclé. Nous avons des lycées professionnels qui vont être construits. La côtière, elle est en train d'être reprise dans une première phase. Lipoyo, Kadrokpa, Arokpa, qui ne buvait que d'eau de marigot, se retrouve aujourd'hui en train de tourner un bouton et il y a de l'eau potable. Des cantons tout entiers qui n'avaient jamais eu de la lumière et qui aujourd'hui, avec un petit bouton, ont la lumière. D'ici 2020, tous les villages seront presque éclairés. Qu'est-ce que nous, là, nous cherchons? Nous ne sommes pas des masos pour aller vers des personnes qui ne nous apportent rien. Et aujourd'hui, la personne qui nous apporte le développement, c'est le président Ouattara et c'est le Premier ministre Amadou Gon. Les populations du Boclé reconnaissantes ont décidé de soutenir le président Alassane Ouattara afin de bénéficier davantage des actions de développement. Les élus et cadres ont remis des climatiseurs au corps préfectoral au nom du Premier ministre. La couverture maladie universelle est effective depuis quelque temps et la Caisse de dépôt et de consignation de Côte d'Ivoire a été désignée pour centraliser les cotisations des mutualistes de la Caisse nationale d'assurance maladie. Un accord de partenariat engageant les deux entités a été signé pour la gestion de ces cotisations, des cotisations des assurés de la couverture maladie universelle. Francis Boiffaut nous en dit davantage. Après la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS, la Caisse générale de retraite des agents de l'État CGRAE, la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire signe un partenariat avec la Caisse nationale d'assurance maladie de Côte d'Ivoire, CNAM. Et nous avons, pour mission de gérer, de sécuriser, disons les ressources publiques et privées. Donc à cette occasion, la Caisse nationale d'assurance maladie a fait confiance à la Caisse de dépôt et consignation en lui confiant une partie de ses ressources pour gestion. Je pense que ce partenariat devra être bénéfique pour l'ensemble des Ivoiriens. Parce que la Caisse de dépôt et de consignation est une institution qui relève d'une vision de plus haute autorité de notre pays en termes de placement, n'est-ce pas, de nos ressources. Ça a été un plaisir pour nous de pouvoir apporter notre contribution pour participer, n'est-ce pas, au développement de la Caisse de dépôt et de consignation qui a des grandes missions d'investissement par rapport à notre pays. La Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire centralise, en plus des cotisations de retraite, les fonds des clients des notaires, les divers cautionnements et consignations. C'est une structure publique. Elle a été créée en juin 2018. Parlons à présent d'environnement. Les pays africains engagés dans la préservation de l'environnement étaient réunis du 12 au 14 février dernier à Brazzaville, au Congo, pour la 3e conférence des parties liée par la Convention de Bamako. Les pays africains se sont à cette occasion engagés à agir pour un avenir sans produits chimiques et sans déchets. Le point dans ce reportage. Centre international de conférence de Kintélé de Brazzaville au Congo. Ici s'est tenue la 3e conférence des parties COP3 à la Convention de Bamako,
du 12 au 14 février dernier. La rencontre a réuni plusieurs ministres africains de l'environnement, dont la Côte d'Ivoire, qui en a assuré la présidence de 2018 à 2020. Le pays passe désormais le relais au Congo. La Convention de Bamako porte entre autres sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux ainsi que leur déversement dans les océans et le contrôle des mouvements transfrontaliers de produits toxiques. Cette convention, qui est l'outil des Africains, a, au cours de ces différentes COP, conférences, adopté un certain nombre de résolutions. Mais ces résolutions ne peuvent avoir le poids nécessaire pour leur opérationnalisation, pour permettre à l'Afrique de se débarrasser de ces substances chimiques et de ces déchets dangereux, que si le poids politique apporte son appui. Une telle convention ne peut pas être opérationnelle si les moyens financiers n'existent pas. Donc la question des contributions des États se pose. La Convention de Bamako est donc un outil qui marque la volonté des pays africains de protéger leur santé et leur environnement. C'est pourquoi le ministre Joseph Seka Seka invite ses pairs à se l'approprier. Depuis sa mise en fonction, sur 54 États, seuls 29 États ont adhéré et ratifié la Convention de Bamako. C'est notre instrument. Et donc nous avons un travail à faire, des solutions à proposer pour que les 54 États, ou du moins la majorité de ces 54 États-là, adhèrent à cet instrument qui nous permettra de gérer ces questions de substances chimiques et de produits, de déchets dangereux. En marge des travaux de la 3e conférence des parties à la Convention de Bamako, le ministre Joseph Seka Seka a eu une audience avec le président du Sénat congolais. Les deux personnalités ont passé en revue la coopération bilatérale entre les deux pays. Cette 3e conférence des partis au Congo nous a été rapportée par Grace Kondo. Le groupe RTI se fait promoteur de l'actualité sportive. Après la FIF, la RTI s'accorde avec la FIMADA, la Fédération ivoirienne de Maracana et de disciplines associées. La convention porte sur l'acquisition des droits audiovisuels de Maracana pour les 3 prochaines saisons. Suivons le point avec Arsène Kouassi pour RTI Sport. La Fédération ivoirienne de Maracana et disciplines associées vient de franchir une autre étape dans la vulgarisation de la discipline. Une convention a été signée entre l'instance dirigeante du Maracana ivoirien et la radiodiffusion-télévision ivoirienne. L'accord d'une durée de 3 ans vise à donner plus de visibilité en Côte d'Ivoire de ce sport pratiqué par plus de 6 millions de Maracaniers. Aujourd'hui, sans l'audiovisuel, sans la communication, aucune œuvre ne peut porter. Et donc pour nous, c'est un sentiment de gratitude et de fierté à la fois parce que le DG a été compréhensible. Il nous a suivis de longue date pour ce que nous savons et on n'a pas eu besoin de faire une démarche quelconque. Il nous a appelés à la signature de ce protocole qui est consensuel. Ce protocole fait de nous un partenaire privilégié pour la promotion du Maracana dans notre pays et pas seulement. Vous savez qu'aujourd'hui, le Maracana a pris tout le continent africain et est devenu mondial. Avec ce mariage de raison, le Maracana se donne encore plus de moyens d'aller à la conquête du monde. Les Aquiers du Grand à l'Épée célèbrent l'investiture de leur 32e chef. L'autorité traditionnelle a reçu son arrêté de nomination préfectorale. Il devra contribuer au rayonnement de son village. Le point avec Abou Sanogo. Le village de Grand à l'Épée est situé sur l'axe Abidjan-Alépé-Mzikro, à 35 km d'Abidjan et à 12 km d'Alépé, le chef-lieu du département. Les originaires du village de Grand à l'Épée sont des Aquiers Lépins. La société traditionnelle ici repose sur 2 institutions principales, les clans ou grandes familles et les générations. Il y a 3 générations Fokwe, en langue locale, composées des Djigbo, des Nyando et des Mbéchoué. Quand arrive le moment de désigner un nouveau chef de village, les chefs des 3 générations s'entourent d'une équipe restreinte de leurs collaborateurs et organisent des concertations discrètes. Ils se prononcent sur des propositions à eux faites. Ainsi,
Depuis le jeudi 23 mai 2019, leur choix s'est porté sur Obi Ake Adoujoachien, qui après son intronisation le 20 juillet dernier, est investi 32e chef de village de Grand Alépé, en présence de l'inspecteur général d'État, Awa Ndoli Théophile, représentant le vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan, et Patrick Hachi, président du conseil régional de l'AME. Le 32e chef de village a été investi avec ses 19 notables par les chefs sortants. Moment important pour le peuple aké-lépin. Par ces cris de joie en total. Je ne peux que leur dire merci. Et je demande qu'ils continuent de me soutenir, de me faire confiance. C'est parce que à la tête de ce si beau village, j'ai beaucoup de choses à approuver. Il recevra les encouragements du ministre Patrick Hachi et du représentant du vice-président de la République qui l'ont invité à être un agent de développement. Sache que nous serons là, à tes côtés, pour t'apporter l'appui qu'il faut, au moment où il le faut, pour que tu apportes à tes populations le bonheur et la joie. C'est dans l'union, la cohésion et l'entente autour de votre chef qui constitue le pilier de la stabilité sociale que vous pourrez construire harmonieusement Grand Alépé. Officier de forces armées de Côte d'Ivoire, Obi Ake Adoujoachien a été élevé au rang d'officier de l'ordre du mérite ivoirien par le président de la République Alassane Ouattara. Par ailleurs, il a été nommé en qualité d'attaché de défense adjoint à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Ghana. Prenons à présent des nouvelles du Togo. L'on se rapproche de la date fixée pour les élections présidentielles. Ce sera le 22 février prochain. La période de campagne s'achève demain, jeudi 20 février au soir. Les 7 candidats, pour l'heure, maximisent leur tour de séduction pour rafler l'électorat. En témoignent nos envoyés spéciaux au Togo, Sidonie Davila et Adama Kéré. Pour le dernier virage de la campagne qui a démarré le 6 février dernier, les candidats affûtent leurs armes pour la conquête des électeurs. Mohamed Kassouna Traoré, du mouvement citoyen pour la démocratie et le développement, MCD, est candidat pour la 2e fois à la présidentielle. Il a choisi de mettre l'accent sur le porte-à-porte. Cette sorte de contact humain qui vous permet de discuter avec les cellules de base, leur donner des rudiments au niveau de la communication, des arguments également sur le projet de société et le comportement qu'ils doivent avoir et davantage par rapport à comment vaincre le phénomène d'abstention dans le pays. Le leader du parti Santé du Peuple, Georges William Kouissan, a également opté pour la proximité. Il s'est rendu au marché pour partager et expliquer sa vision, son programme aux populations. Nous n'avons pas fait l'économie de leur dire de voter Santé du Peuple, de voter massivement Santé du Peuple le 22 février prochain, parce que nous avons conscience que nous avons un programme qui colle avec les réalités politiques et socio-économiques de notre pays. Nous avons pris le temps d'abord de les écouter attentivement, d'entendre ce qu'elles ont à dire et leur faire comprendre qu'il y a de l'espoir pour notre pays dans les jours à venir. Le candidat du parti UNIR, Union pour la République, en lice pour un 4e mandat, Fort Esozimna Nyasingbe, est allé à la rencontre des populations pour une opération séduction. Je suis préoccupé dans notre pays par la difficulté que nos enfants, notamment les filles, ont pour poursuivre et achever leur cursus scolaire. Trop d'abandon, trop de filles déscolarisées, trop de grossesses précoces. C'est une préoccupation et nous devons y apporter des solutions. Jeudi 20 février, ce sera la fin de la campagne présidentielle au Togo. Entre rencontres de proximité, échanges et meetings, les candidats sont à l'assaut des électeurs pour convaincre.
Et sachez qu'au Togo, ce mercredi, les 10 000 éléments des forces de l'ordre et de sécurité engagés à garantir la sécurité du scrutin présidentiel au Togo ont exercé leur droit de vote à 72 heures de la présidentielle ce mercredi. Donc, un vote anticipé qui leur permettra d'assurer la sécurité du scrutin le 22 février prochain. Dans l'actualité à l'international, toujours, le bilan sécuritaire 2019 de la région du Sahel se serait fortement dégradé dans la sous-région au cours de l'année écoulée. Comme solution à cette situation, l'Union africaine envisagerait un dialogue avec les djihadistes et selon Pierre Bouyoya, haut représentant de la mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, pour inverser la tendance, il faut revoir la gouvernance et la stratégie sécuritaire avant d'encourager le Mali à s'engager et à poursuivre les négociations avec les terroristes. Ce journal est terminé. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous demain pour une autre édition d'information. Bonsoir à tous.